il a besoin de gaz. Donc, en fait, il y a plus de 100 fois plus de gaz que de poussière en masse. Hein. Parce que le Soleil, c'est la masse principale de notre système solaire. Hein. Le reste, les planètes, la plus grosse, c'est Jupiter. Tout ça, ça fait une fraction de la masse du Soleil. Donc on a besoin de quoi? De poussière et de gaz pour faire un système planétaire où nous vivons, bien entendu. On en a besoin. Le gaz, donc, oui, 1% de poussière, c'est ce que et 99% d'hydrogène moléculaire et d'hélium. Donc, quand vous voyez M avec un petit rond et un point, c'est une masse solaire. C'est une référence. Donc, Donc, comment ces nuages arrivent à passer de cet état statique de nuages à un système planétaire? Eh bien, en fait, il y a un effondrement. Cet effondrement de nuages qui est énorme, hein, qui couvre des années-lumière, va s'effondrer sous son propre poids suite à une perturbation qui peut être soit de nuages qui se fusionnent, et c'est plutôt l'onde de choc d'une supernova qui explose qui va faire par une propagation d'onde de choc une condensation locale, puis ensuite entraîner un effondrement. Alors la poussière, elle est aussi au niveau interplanétaire. Là, vous voyez la lumière zodiacale qui monte dans le ciel et qui est en fait, ici elle est très verticale parce qu'on doit être au Chili. Hein. Bon. Et elle est éclairée par le soleil dans des bonnes circonstances et on voit qu'il y a plein de poussière même dans notre entourage immédiat et dans l'écliptique en fait. Tout ça, ce sont les comètes qui se trimballent dans le système solaire et qui, une fois chauffées par le soleil, les comètes sont des boules de neige chaude. Les boules de neige chaude, quand elles sont chauffées par le soleil, ça dégaze et ça envoie la poussière dans l'espace et surtout entraînée derrière la comète. Alors la comète, généralement, elle a deux queues. Une qui est la poussière et qui est liée à sa trajectoire, donc elle est généralement courbée, et une queue qui est une queue ionique, qui est le dégazage de la surface, donc qui comprend de l'hydrogène, de l'oxygène, etc., du cyanure, différentes molécules qui sont poussées par la lumière solaire et le vent solaire, donc elles vont en ligne droite. Donc, une queue courbée, une queue en ligne droite, et le bout pavé. Le cas vraiment classique à montrer pour ceux qui se souviennent de cette très belle colonne. Donc, les sources de poussière. Alors, comment ça se passe? Effectivement, on parle d'un nuage. Je vois beaucoup mieux sur mon écran. Alors, je regarde mon écran et là-bas, vous avez. Je vais essayer de quand même. Je crois pas. Ah, c'est mieux, non? Ah oui. C'est mieux quand même, malgré les imperfections de ce projecteur. Donc on part d'un nuage interstellaire, on se contracte, on arrive à une proto-étoile. Là c'est la vie complète. Hein. Après, notre Soleil est actuellement à la passée de la proto-étoile, c'est une étoile bien stabilisée. Elle a encore devant elle approximativement 5 milliards d'années à vivre. Elle en a vécu, comme je vous dis, 4 milliards 557 millions d'années. Je reviens à mes pesées très précises des météorites. Et après, elle va gonfler, elle va arriver jusqu'à l'orbite de Vénus, peut-être de la Terre, donc, bon, mais ça va être dans 5 milliards d'années, ne vous affolez pas. Donc elle va suivre ce cycle. Alors, si on arrive à supernova, ici, oui. Ici, j'ai pris une étoile assez géante pour former un effondrement, puis une explosion de type supernova qui va donner,
après contraction, soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, et elle va réémettre dans l'espace tout ce qu'elle a fabriqué. C'est une usine à fabriquer des éléments. Elle part d'une énorme quantité d'hydrogène et d'hélium qui est que du gaz, et elle va fabriquer le carbone, l'oxygène, tout ce dont nous avons besoin. S'il n'y avait pas les super... Alors, une remarque principale, c'est que les étoiles géantes, vous allez voir plein d'exemples dans le ciel, là, les étoiles géantes, elles servent à rien pour abriter la vie autour, parce qu'elles ne vivent que 50 millions, 100 millions d'années. Et ça ne permettra pas à un système planétaire, même s'il y en a un autour de ces étoiles géantes, à abriter la vie. Par contre, elles servent beaucoup, justement, à expulser dans l'espace des matériaux qui vont constituer des planètes solides comme les nôtres, ensemencées par l'eau des comètes, qui vont former des océans. Et moi, je pense que nous ne sommes pas les seuls à subir ce processus, mais si certains croient peut être les seuls à avoir ce processus, c'est libre parce que je ne peux pas les contrarier puisque je n'ai aucune preuve formelle du contraire. Donc on est peut-être les seuls dans l'univers. Bon, c'est pas mon avis. Donc là, il y a le processus qui va disperser dans l'espace. Et là, on voit ici la nébuleuse du Crab qui a explosé en 1040 et quelques. Donc il y a 1000 ans pratiquement, et qui donc s'est étalé dans l'espace, et qu'ici on ne voit que la partie visible. Quand on regarde la partie ultraviolette, alors là, on s'aperçoit que c'est pas aussi calme que ça. Voilà, donc, ça c'est une autre. Ça c'est l'avenir de notre Soleil, parce que tout à l'heure je vous ai montré la supernova. Ici c'est notre Soleil, donc il est plus modeste en dimension, il vit beaucoup plus longtemps. Il va vivre donc, je vous dis, pratiquement 10 milliards d'années, et lui, il va gonfler, envelopper l'orbite de Vénus, et ensuite il va éjecter dans l'espace une partie de sa matière par des rebonds successifs. On le voit ici d'ailleurs. Dans cette figure, on voit des couches successives qui sont explosées, donc ça ne se passe pas tout facilement. La mort, le malade, le mourant a des soubresauts, pas le malade, mais le mourant a des soubresauts, et on voit dans l'espace toutes ces couches superficielles, d'accord? Et qu'est-ce qu'il reste? C'est quelque chose que vous pourrez voir dans les télescopes là-haut, juste au-dessus, à côté de Vega, il y a la nébuleuse de la Lyre, qui est pas celle-là, mais qui a cette forme-là, avec une étoile centrale qui est réduite à sa plus modeste expression, une petite naine blanche, et l'ensemble des gaz et des matériaux qui ont été éjectés, d'accord, et qui peu à peu s'expansent dans l'espace. Là, on la voit encore plus de façon plus dilatée, donc avec les couches successives, il y a des faisceaux d'énergie qui sont bipolaires dans donc c'est un phénomène. Alors, les figures de ces étoiles qui meurent sont assez extraordinaires, parce que quand j'en ai vu une avec le 600, l'œil de chat, et il est là l'œil de chat. C'est pas celui-là. Non, c'est le l'Esquimau. Non, c'est l'Esquimau, ça. Et ça, ça me semble être ça. Enfin, il est très émeraude. Là, généralement, quand vous regarderez là-haut, vous serez un peu déçu parce que vous regardez l'Andromède, une galaxie, elle est vaporeuse, elle est tout à fait comme tu l'es. On ne voit pas de couleur. Pourquoi? Parce que nous, de nuit, on n'active pas on n'a pas assez d'intensité pour activer la vision colorée des cônes, et on se contente, je crois, des bâtonnets. Mais quand on met effectivement un capteur tel que ceux que vous avez dans votre appareil photo, là on peut poser beaucoup plus longtemps et donc accumuler des photons et retrouver les belles couleurs qu'ont ces objets. Et c'est magnifique, hein, ça c'est le hibou, je crois. Celui-là est tout à fait fantastique. Voilà. Et ça c'est le clown, hein.
L'esquimau. L'esquimau, C'est pareil, c'est l'esquimau, oui. Là, on devrait... Alors, ça commence ici quand même. Hein. Là, on a parlé de la mort, évidemment. Non, ça commence pas là. Et la mort a expulsé dans l'espace quoi? De la poussière et des gaz, d'accord? Ici, vous avez le nuage de Barnard qui est vu par deux systèmes différents. À droite, c'est en visible, donc en lumière que vous et moi détectons avec nos yeux, et qui nous montre derrière ce nuage aucune étoile. Quand on passe un infrarouge, on s'aperçoit qu'il est quand même assez dilué pour amener au détecteur les étoiles qui sont derrière ce nuage. Ça veut dire qu'en infrarouge, quand vous regardez la Voie lactée qui est au-dessus de vous, en visible, vous voyez des barres noires, et bien en infrarouge, on arrivera à voir au travers, s'il n'est pas trop épais, les étoiles qui sont derrière. D'accord? Quand même, celui-là est très intéressant parce que ça me permet à partir de ce nuage, de vous montrer comment d'ici on peut arriver à notre système solaire. Alors, ce qui est quand même là, je vous rappelle, c'est pour ça qu'il y a des discussions mondiales, des densités très très faibles. Il y a dans ce nuage un grain de poussière pour un tube de 200 mètres de côté. J'ai fait le calcul, par contre, j'ai multiplié par le volume de ce nuage, j'ai obtenu une masse qui est largement supérieure à la masse de la Terre, plus la masse de Vénus, plus la masse de Mars. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai un petit peu dit que si vous voulez appréhender l'astronomie, il faut quand même faire des pas qui ne sont pas des pas métriques standards, parce que sinon, on ne peut pas s'imaginer cela. Vous voyez des choses qui sont un vide plus absolu que celui qu'on obtient en laboratoire. On comprend des sphères ou des cavités de verre. Donc on essaie de pomper toutes les molécules qui sont là-dedans. Il reste un vide qui est quand même beaucoup moins vide que ça. D'accord? Et de ce vide aussi faible, vu le volume, vous obtenez un soleil et les planètes qui tournent autour. C'est quand même assez bluffant. Voilà. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Alors, la constitution chimique du nuage, voilà. Alors, on reçoit des météorites, et là, je dis que c'est quand même intéressant. Intéressant parce que, quand on les analyse, et avec nos méthodes actuelles, on peut faire une analyse d'un morceau de moins d'un millimètre de côté avec un faisceau ionique et avoir effectivement la composition de ce qui dit la composition à côté. Et donc, les plus primitifs sont des météorites carbonées. Des météorites carbonées qui ont à la fois des objets que vous ne trouvez plus sur Terre, qui sont les contres. Les contres sont des objets qui sont des petites sphérules de silicate et qui ont été forcément chauffées pour avoir cette forme, parce que dans l'espace, quand vous avez un liquide, il se met forcément sous une forme sphérique. D'accord? C'est la boule. Hein, vous voyez, quand vous voyez des astronautes dans leur navette en train de boire quelque chose et qui renversent un verre comme ça, ben, ça forme de l'eau et ça forme sphérique. Donc ces contres ont été fondus au tout début donc, de ce nuage qui a commencé à se condenser et à se concentrer par le proto-soleil qui est au-dessus. Et Murchison a aussi des tas de choses intéressantes. Elle a des tas de choses intéressantes. Là, je vous donne un tableau qui enfin, vous voyez qu'il y a énormément de molécules organiques dont se sert la vie. Et entre autres, il y en a qui sont beaucoup plus complexes et qui sont vraiment des molécules de base de la vie. Dont 70 acides aminés. Et les acides aminés, c'est ce qui constitue l'ADN, etc. Et donc on sent bien,
je ne veux pas détruire les croyances religieuses que vous pouvez avoir, etc., mais vous pouvez avoir un autre point de vue. Hein. Le passage de l'organique vers la vie, c'est quelque chose qui reste encore un mystère, même pour la science. C'est évident que... Mais on peut comprendre que si vous avez un océan qui s'est formé sur une terre très chaude, par des comètes qui arrivent très nombreuses à ce moment-là, au début, et que là-dessus, par là-dessus arrivent des choses qui se sont construites dans l'espace, on en parlera tout à l'heure, avec des millions d'années, des réacteurs chimiques qui sont des petites poussières qui ont inclus toutes ces molécules que vous avez vues sur la planche avant, où il y a du méthane, de l'alcool, du formaldehyde, etc. C'est quand même une explication au démarrage qui est possible, et ça s'appelle la panspermie, c'est-à-dire que la vie est venue de l'espace. L'autre hypothèse était soutenue surtout par des Russes, qui était de dire, mettez dans un ballon une solution qui contient ces molécules de base, je vous ai montré, pas des protéines déjà complexes, hein, mais les éléments de base, alcool, etc., etc. Et ensuite, mettez des éclairs, on imagine aucune atmosphère primitive, avec beaucoup de méthane, etc. Mettez des éclairs, de l'énergie, et peut-être la vie va apparaître. Tous les essais qui ont été faits en laboratoire n'ont pas donné vraiment quelque chose de très probant. Donc, c'est une hypothèse, la panspermie, que j'aime bien soutenir parce qu'elle me plaît. C'est mon droit, voilà. Donc, là-dedans, il y a des nains de diamants, il y a des spinels, des graphites, il y a des tas de choses. Et en fait, toutes ces choses-là ont été fabriquées. Une étoile ne peut pas les fabriquer de façon interne. Elle s'arrête au fer, c'est-à-dire les réactions thermonucléaires d'un cœur d'une étoile s'arrêtent au fer qui sert de modérateur et qui va. Et donc, si vous voyez des choses comme le tungstène, etc., c'est qu'il y a eu forcément une explosion d'une supernova qui, libérant dans l'espace non seulement des matériaux qui s'arrêtent au fer, je viens d'en parler, du point de vue donc masse nucléaire, beaucoup d'énergie avec des protons, des neutrons qui vont arriver tellement vite qu'ils vont faire grossir les atomes jusqu'à obtenir du tungstène, donc des atomes à très forte masse atomique qui ne sont pas fabriqués à l'intérieur de l'étoile, mais qui sont fabriqués au moment où elle explose. Donc ça, c'est très important. Sans la mort des supernovae, on ne fait rien, on ne peut rien construire. Hein, parce que aucun matériau ne peut dépasser le stade du fer. Alors, il y a juste une petite interrogation, c'est que dans les molécules organiques, il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche. Hein. Mes deux mains sont quasiment identiques, sauf, vous voyez, si je regarde une dans le miroir, bon, je peux la superposer à l'autre, mais évidemment, c'est pas la même, pas la superposer comme ça. Donc, cette orientation des molécules, droite et gauche, pose des problèmes parce que la vie en a privilégié une forme plutôt que l'autre. Voilà. Donc, il y a encore quelques problèmes pour vraiment bien cerner le pourquoi que la vie a favorisé une forme par rapport à une autre. Bon, comment elles ont pu se former ces molécules si complexes pour moi, être une base de la vie, c'est que vous avez des poussières, il y en a une à gauche ici, vous voyez leur forme très fractale. Et il y a plein d'abris pour mettre dedans, et vous pouvez y inclure des tas de molécules chimiques
de chimie organique. Hein. Et tout ça, c'est dans l'espace et va subir les rayonnements des étoiles qui sont autour, qui sont pour les étoiles géantes, émettent beaucoup d'ultraviolet, beaucoup d'énergie, et elles ont le temps en plus pour fabriquer des choses très complexes. Elles ont des millions et des milliards d'années. Donc, peu à peu, et c'est pour ça que dans Murchison, on retrouve 70 acides aminés, et c'est miraculeux. Voilà. Mais en fait, c'est pas miraculeux, il faut du temps, alors que c'est très difficile en laboratoire, en faisant des étincelles, machin, et essayer de reconstruire des conditions favorables à la vie, alors que l'espace est là pour ça, et que nous l'amène tout craché. Ah, le théorème du Myriel, ça. Alors ce nuage, au départ, c'est quelque chose qui est très fort. Hein. C'est, je dirais, 15 degrés Kelvin. C'est moins 260 degrés que notre température thermométrique basique que nous connaissons. Donc c'est très très fort. Mais en infrarouge, on arrive quand même à en faire une image et à le détecter. Ce nuage très froid est en équilibre thermique, c'est-à-dire qu'il rayonne l'énergie qu'il reçoit de par les étoiles de l'intérieur, et d'autre part, il a tendance à s'effondrer par son propre poids. Mais s'il y a une température, les molécules bougent, s'entrechoquent et tendent à garder le nuage en équilibre. Le théorème du Myriel est quelque chose qui donne l'énergie thermodynamique du nuage et l'énergie de gravitation et qui regarde si la balance est en équilibre, le nuage il ne s'effondre pas, il reste en équilibre. Il suffit qu'il y ait une perturbation extérieure, et dans ce cas-là, l'équation n'est plus à l'équilibre, les atomes commencent à tomber vers un centre de gravité.